Bonjour, c'est Éric Megui. Et Richard Turgeon, et bienvenue à En route vers Hard Rock. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des Drink Mix Ultra Énergie. On le sait, la digestion, c'est le nerf de la guerre en épreuve d'endurance, puis parfois, c'est difficile d'ingérer toutes les calories qu'on a besoin en aliments solides. C'est là que le Drink Mix Ultra Énergie de NAC entre en jeu. Ça vient en poudre qui se dissout dans l'eau, directement dans vos flasques. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que votre rythme de course vient continuer à brasser le contenu des flasques pour mélanger la poudre pendant votre épreuve. Mais ça, c'est un avantage un peu niaiseux qui vient de moi et que NAC vous dira pas. Blague à part. Pour 500 ml d'eau, ça vous amène 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines complètes, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. C'est-tu pas beau ça? Ça vient en 3 saveurs, lime, melon d'eau et bouillon salé, question de changer le mal de place pendant les longs efforts. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et tu peux même acheter des petits paquets de dégustation pour tester avant d'acheter le gros sac. Puis si tu veux 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 190e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, mes deux invités ensemble cumulent 42 finishes sur des courses de 100 000 et plus. Fait que si vous voulez de l'expérience, en v'là. Richard Turgeon, Éric Megui, bienvenue, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Je veux juste préciser que des 40 quelques courses de plus que 100 000, là, il y en a quand même une bonne proportion qui appartiennent à Eric ici, là. Combien, Éric? 31 jusqu'à date. C'est ça. 31 courses jusqu'à date, j'aime ça. Vous le savez, c'est la série En route vers Hard Rock. Richard, c'est notre troisième partie d'épisode. Puis dès le début, quand on s'était dit on fait cette série-là, on s'était Mhm. promis qu'on allait inviter Eric à l'un de ces épisodes-là parce que Eric, tu es le deuxième Québécois qui a été pigé pour la Hard Rock cette année. Vous serez nos deux représentants de la belle province sur la Hard Rock. Et Eric, puis en fait, là, y a-t-il déjà des Québécois qui sont allés à la Hard Rock? c'est Moi, j'en une connais pas, bonne là. J'ai regardé un question. Il y peu avait un autour de moi. Québécois qui avait été pigé la même année, genre en 2020 pour Western et Hard Rock. Ah, mais Et c'est là, il y a eu des annulations. Nathaniel Couture, mais il est en Nouvelle-Écosse. Ah, c'est Pas si c'est Nathaniel. lui. Puis OK. d'ailleurs, Nathaniel, il va être là cette Ben année oui, à ça c'est prévu. Ah, je savais pas Rock. que c'était Nathaniel qui avait aussi été pigé à l'époque. Ça fait longtemps, Ouais, 2020, il mais avait été avec la pigé les... pandémie, ça a été reporté. Mais Nathaniel, fier représentant de la Nouvelle-Écosse, c'est le but d'essayer de l'avoir sur le podcast à un moment Ouais. aussi rendu là-bas ou ici, parce que ceux qui ont manqué le dernier épisode avec Richard, je vais être avec vous à Hard Rock. Par contre, je ne courrai pas. En tout cas, je courrai pas qu'un dossard. Je vais peut-être aller Hmm. gambader dans les jours avant, mais je serai avec vous au Colorado. Très, très hâte de jaser aujourd'hui avec vous deux. Eric, tu étais venu au podcast sur l'épisode 132, juste avant qu'on fasse le Coldwater Rumble en Arizona. C'était en janvier 2023. Moi, en date d'aujourd'hui, c'est mon dernier 100 000. Toi, depuis, t'en as complété quelques-uns? Ouais, l'année passée, j'en ai réussi 11 sur 12, puis j'ai réussi mon 500 quelques kilomètres en Sicile, plus 4 sur 2, 4 sur 5, 200 000 l'année passée. C'est une bonne Fait que, année C'est une bonne 2023. moyenne, c'est une bonne ouais, moyenne. ça a de l'allure, ça a de l'allure. Puis là, depuis ce début de l'année, j'en ai fait deux, 100 000. OK. Ben, justement, profitons-en pour pas que les gens aient à réécouter 132. Vous irez l'écouter après celui-là, mais si tu veux rapidement nous présenter qui tu es puis qu'est-ce qui te motive à enchaîner les 100 000 comme ça? Qui je suis? Je suis quelqu'un qui s'amuse à courir beaucoup. J'aime les 100 000 et plus. Euh, c'est le fun de ramasser la boucle de ceinture et de la mettre dans la boîte avec les autres. Une boîte qui fait que-cling. C'est comment Ouais, ça te c'est ça. présente? Ah, comment ça te présente, mais c'est pas grave, j'aime ça les mettre dedans. Puis, je sais pas, je pense que c'est juste une passion. C'est une façon de décrocher du travail, je Ouais, dirais. C'est une c'est belle clair. façon de décrocher du travail. Puis vous vous connaissez dans la vie parce que vous avez des amis communs, mais vous n'êtes jamais rencontrés en vrai. Ça va se faire à Silverton pour la première fois. Ben exact, tu sais, on a fait des courses qui sont les mêmes, mais pas les mêmes années. On a des amis communs, on s'est parlé téléphone sur Messenger, mais je sais pas si ça existe vraiment. En fait, t'es peut-être juste un produit d'intelligence artificielle, Eric, tu sais.
suis un avatar. C'est En un fait, avatar. ceux qui regardent la vidéo aussi, qui regardent l'épisode, Eric est Ouais. sur un fond. Fait que ça fait juste mettre un peu plus d'huile sur le feu à savoir est-ce qu'Eric est une intelligence Est-ce qu'il artificielle ou existe un vrai, parce vraiment? que là, tu as un fond, c'est un désert. Donc, est-ce qu'Eric existe pour vrai? Moi, je l'ai croisé, on a couru ensemble en Arizona, fait que je peux te confirmer, Richard, il existe pour vrai. Je veux dire, faire autant de 100 000, tu sais, c'est un peu douteux s'il existe vraiment. Eric, tu sais, les gens, quand ils voient ce qu'ils font, en fait, je recommence. Les gens, quand ils voient, qui entendent parler des gens qui font des 100 000, genre un par année, ils se disent ça n'a pas de sens courir longtemps. Même, tu sais, les moldus, les gens qui connaissent pas l'ultramarathon, Moldu. ils trouvent que ça n'a pas de sens. Toi, quand tu racontes ce que tu fais, tu sais, même dans la communauté trail, même dans le monde des gens qui savent c'est quoi faire des 100 000 ou faire des ultras ou faire du trail, t'es quand même un ovni. T'as même remporté l'année passée un prix Ultra Sign Up pour une des personnes, en fait, la personne qui avait parcouru le plus de miles dans des courses organisées en 2023. T'es le premier au monde au classement de l'Ultra Sign Up. C'est Est-ce que tu te incroyable, hein, définis comme c'est... un ovni? Est-ce que t'es encore surpris quand les gens comprennent pas ce que tu fais? Non, puis écoute, faut préciser que l'Ultra Sign Up, là, c'est tous les coureurs nord-américains, là. Ah ouais, toutes les courses Et sont toutes les là-dessus. courses sont toutes sur Ultra Sign Up, là, que tu eu ce prix-là. Je dis, c'est phénoménal, là. Mais c'est une année qui d'avant dans une couple qui n'a pas couru beaucoup, parce que les autres années d'avant, les gens qui gagnaient, c'était plus 2000, 2200 000 qui faisaient. Moi, dans le cumulatif officiel, j'étais à 1700. Ouais. Parce que mes courses les plus grosses sont pas dans l'Ultra Sign-Up. Ben, c'est ça. Mhm, mhm. Mais si je te dirais, moi, je suis pas d'une nature vantard normalement, là. Fait que ça me fait, tu sais, souvent que je vais rencontrer des collègues de travail, puis là, je leur dis, ouais, en fin de semaine, je vais en faire une course, puis là, tu sais, c'est toujours invariablement, c'est le même commentaire. Ah, tu fais des marathons. C'est comme, ouais, ok, là, je fais pas des marathons. Marathon, c'est un entraînement, excusez-moi. Je fais de l'ultra-marathon. Puis là, je leur dis, tu sais, je vais faire un 160 comme entraînement pour faire des 300 puis des 400. Puis ils font comme genre, non, moi, je fais même pas ça en auto, là. Ouais. Des fois, Mais c'est tu sais, difficile de comprendre aussi pour des gens qui connaissent pas parce qu'il y a un processus derrière ça. Ça reste complètement exceptionnel ce que tu fais. C'est très peu de personnes réussissent à faire quelque chose comme ce que tu fais. C'est pas à la portée de tout le monde, mais ça demeure qu'il y a un entraînement. Tu t'es pas levé un matin en disant je commence les 100 000, j'en fais un demain, là. non, il y a un build-up. Tu montes tranquillement. Puis tu sais, dans les différentes courses que j'ai faites, j'en ai croisé des crackpots qui en font autant, là, et même plus. Puis, tu sais, on jase comme ça dans les courses, on a une période où on peut jaser, puis c'est la même chose. Tout le monde a eu un build-up, puis Mhm. c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup faire 100 000 back-à-back. Tu sais, mettons un par semaine, t'en fais deux back-à-back, là, sur 2 semaines. Puis, il y a un effet spécial. Le corps, il réagit d'une certaine manière. Puis, ce que je vis quand j'en parle avec d'autres qui l'ont fait, c'est les mêmes choses, là. OK. Fait que c'est vraiment intéressant. Écoute, mais tu sais, j'adore. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand tu fais un 100 000 le samedi? Tu récupères de ça. T'es-tu encore raqué le lendemain d'un 100 000? Rassure-moi. Non, ben, je te dirais, le lendemain, ouais, ça dépend des 100 000. Tu sais, comme celui que j'ai fait il y a 2 semaines au Kansas, c'était sur une piste c'était sur une, genre le petit train du Nord, là, une piste cyclable. Écoute, j'en ai eu pour une journée et demie à voir les gens me regarder un peu, là, parce que ça a tapé dur, là. Mais, non, en trail pur, je te dirais, ouais, une journée, je suis pas mal récupéré, là. Tu sais, je marche OK. normal après une journée. Euh, quand l'été passé, j'ai fait une séquence que j'ai fait Tao 100, Tao 200, puis Crazy Mountain back à back. Là. J'ai fait Tao 100, après ça, 4 jours et demi après, je faisais le 200, puis 3 jours et demi après avoir fini le 200, je faisais le 100 000 au Crazy Mountain. Puis, écoute, j'avais zéro impact. Tu sais, j'étais vraiment en top shape. C'est fou, hein? Ouais, Je suis curieux de savoir, Eric, t'as commencé quand à courir, puis t'as commencé comment, là? C'est quoi? T'es un ancien marathonien qui a demandé de non, en faire plus, là? non. Ou, Moi, j'ai toujours été des petites distances, mettons des 10 km, ça fait la même. Beaucoup sur l'asphalte. Puis à un moment donné, ben, tu sais, je courais, mais là, je finissais par avoir mal aux genoux à cause de l'asphalte. Fait que là, j'arrêtais de courir, je recommençais, j'arrêtais, tu sais, un peu tout le temps comme ça. Puis, à un moment donné, en 2014, après, j'ai fait un trip avec une gang, là, à Montréal-Québec, pour un organisme charité. On faisait un 24 heures, on se relayait tout le long en y allant. Puis, il y a un des gars qui était dans l'équipe qui m'a parlé du trail. Fait que là, je suis allé essayer Sutton, 20 km l'année suivante. Puis là, j'ai pogné à piqûre.
la trail. OK. Là, j'ai dit, hey, je fais un 20 km, je sors de là, puis je suis pas magané. Ouais. C'est fini l'asphalte, là. Ouais. Fait que, carrément avec ça. Puis là, ben, tranquillement, cette année-là, je suis monté à 100 km dans mon été. En faisant des expériences, puis en ayant mal, puis comme tout le monde, là, c'est comme genre, le 100 km n'a pas été facile, là. Puis j'ai fait, après ça, j'ai fait plusieurs moins longues distances. Mon premier 100 000 que j'ai complété, c'est Bromont en 2017. Puis honnêtement, je l'ai complété à cause d'un autre coureur qui était là, qui m'a encouragé parce que à 120 km, je n'avais plein mon bucket. Puis là, il m'a regardé puis il a dit, hey, t'as de la rame d'arracher, tu veux que je te paye jusqu'à la fin? Puis il m'a payé ça jusqu'à la fin, puis j'ai fini en 34 heures et 1 minute. C'est 1 minute passé le cut-off, j'ai eu la médaille de grâce pour finir mon premier 100 000. Fait que ça m'a bien boosté. Après ça, en 2018, j'ai eu une mauvaise année. J'ai eu 200 000 que j'ai abandonné pour mauvaise raison. Avant de réussir à en finir un. En boitant. Honnêtement, en boitant. Ça a pas été. Puis après ça, en 2019, là, j'étais parti vraiment pour la gloire. Puis en entraînement, je me suis enfargé dans une branche quand je courais avec mon chien. Puis je me suis étiré le tendon. Ah oui, tu as rupturé ton tendon d'Achille. Ah oui. Fait qu'au mois de mai 2019, j'étais allé faire une course au Maine, dans le Maine, puis à 18 km, mon tendon a snappé, il a cassé complètement. Puis je sais pas si le monde le savent, mais ça fait mal, un tendon qui déchire. Mais moi, j'étais sûr que c'était une roche qui m'était roulée sur le pied, là. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mes épaules, j'ai embarqué les bâtons, puis j'ai continué pendant 80 km de plus. Sans tendon d'Achille. En boitant, là, j'avais une jambe. Fait que 19 heures, 80 km de plus. Puis là, à un moment donné, c'est comme, bon, le char délai, là. Fait que oublie ça, je vais arrêter, tu sais, ça a plus de bon sens. Puis c'est quand je suis revenu que le chirurgien, pas le chirurgien, le médecin sportif, il me regarde et il dit, non, le tendon déchiré, là, oublie ça, ta saison est finie, là, t'en as pour 6 mois, 1 an, idéalement 1 an avant de recourir. Fait que là, j'étais chanceux parce que le chirurgien faisait du bureau sur la porte d'à côté cette journée-là. Fait qu'il vient me voir. Et il dit, ben, OK, t'es rupturé, je t'opère demain. OK. Là, je suis en train de juger que ma saison est scrap, là. Donne-moi un instant, là. Puis le lendemain, c'était la fête de 60 ans de ma femme. Fait que là, je dis, ouais, j'ai fait un beau cadeau de fête, mais n'importe de me reconduire à l'hôpital. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, je me fais opérer. Puis là, quand je me fais opérer, je dis au chirurgien, là, écoute, moi, le médecin sportif, il m'a dit 6 mois, 1 an, là. Moi, gars, je te donne 6 mois. Là, attache ça solide, là. Dans 6 mois, je fais un autre 100 000. Fait que, il dit, correct, moi, t'attacher solide. Finalement, 5 mois et demi après, je faisais Tunnel Hill en Illinois. Ah ouais. C'est mon 100 000 le plus vite à vie jusqu'à date. J'ai jamais réussi à me battre, Pauline. Écoute, le chirurgien orthopédique, es-tu retourné le voir avec ton buckle pour lui montrer que tu sais, c'est quand même exceptionnel de récupérer aussi rapidement de ce type de blessure-là, là. Le tendon d'Achille, c'est quand même majeur, hein. Ouais. Mais tu sais, j'étais un peu crackpot, là, parce que quand ils m'ont enlevé le plâtre. Un peu. Ben, quand ils m'ont enlevé le plâtre, moi, j'étais supposé aller voir la physio. Puis là, ben, elle a cancellé mon rendez-vous, elle leur porte de 2 jours. Puis pendant ce temps-là, moi, je suis allé me promener avec mon chien. Puis là, mon chien, lui, il voulait courir. Ça faisait 6 semaines qu'il courait pas, le pauvre petit. Fait que là, il se met à courir. Fait que là, moi, je suis au chien. Courir avec le chien, tu sais, pas plus grave que ça. Fait que quand je suis allé voir la physio 2 jours après, la cicatrice, elle pissait le sang un peu. Fait que là, elle me traite de malade. Et là, fait que c'est ça. Fait que je pense que j'ai un seuil de tolérance à la douleur un peu plus élevé que la normale. Je pense que oui. Je pense qu'on peut statuer là-dessus. Mais grosso modo, c'est ça. Fait que tu sais, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, avec cette expérience-là, après ça, j'ai recommencé à faire des 100 000 tranquillement. Mais là, on est arrivé dans la pandémie. Fait que tu sais, en 2020, j'ai fait un 100 000 au mois de mars. Puis quand on est revenu, c'était la pandémie. Fait que là, la pandémie a été comme un peu bénéfique parce que ça m'a mis les breaks. J'étais supposé faire la Triple Crown, moi, en 2020. Puis honnêtement, aujourd'hui, je dirais que si je l'avais fait, je me serais probablement reblessé. Ouais. Et j'étais pas encore assez guéri de ma déchirure pour ça. Mais la pandémie, en fait, que ça a pris 2 ans de plus avant que je fasse le Triple Crown. Puis j'ai fait beaucoup plus de millage à cause du télétravail. Puis j'ai bâti tranquillement, pas vite. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. 2020, j'ai fait 3600 km. Après ça, je suis monté à 4008. Je suis monté à 5000. Puis l'année passée, j'ai fait 6000 km dans mon année. Ouais. Fait que, tu sais, je suis monté tranquillement, là. Fait que, tu sais, puis j'ai pas juste monté le millage, j'ai monté aussi le dénivelé. Parce qu'une des choses que ma récupération de la déchirure du tendon d'Achille m'a appris, quand ma physio m'a traité d'épais puis d'arrêter de faire des niaiseries de course sur l'asphalte, sur le plat, ben, je me suis mis à aller marcher en montagne avec les bâtons. Fait que j'avais les bâtons de m'appuyer, pas trop forcer la cicatrice.
Mais en même temps, je me suis rendu compte que ça me développait une force supplémentaire. Fait que tu sais, j'ai comme compris le côté payant du dénivelé. Aujourd'hui, je vais chercher à faire plus de dénivelé que de faire de distance. OK. Pour moi, pour ma condition à moi, pour mon physique à moi, c'est beaucoup plus payant. Puis en fait, pour les courses que tu as faites, adapte ce que tu veux faire, tu sais, ça reste que c'est clé, là. Tu peux pas faire de dénivelé. Non, t'es dans le très montagneux, dans tes choix de course, non? Ouais. Ben, souvent, oui, puis tu sais, j'aime ça. Je vais choisir les montagnes, justement les courses montagneuses pour faire le dénivelé, pour augmenter mon dénivelé annuel. Puis tu sais, je regarde Kylian Jornet qui fait du dénivelé en masse. Ah oui. Il est bon, il est rapide. Ouais. Fait que tu sais, je pense que le dénivelé apporte une certaine vitesse. Ouais. En fait, même que j'ai dans des plans d'entraînement, là, dépendamment de quelle approche tu prends, mais la plupart des gens, ils vont aller par tant de kilomètres par semaine dans des cycles, mais il y en a qui vont utiliser juste le dénivelé ou les heures, là, mais c'est certain que le dénivelé il joue un rôle. Ça change la game en chien au niveau du millage quand tu fais juste du dénivelé. Ouais. En tout cas, pour moi, je me suis rendu compte que ça, c'est bien plus payant que de faire du millage. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est parfait. Fait que, tu sais, je vais viser ça. Puis souvent, quand je vais courir dans le coin de chez nous, je vais essayer justement d'aller me chercher des trails qui sont plus techniques, qui vont me forcer à lever les pattes, là. C'est pas juste courir. Fait que, en montant, ben, tu montes, mais tu montes à travers les roches. Fait que tu t'habitues à sauter d'une roche à l'autre en même temps, à te tourner un peu les chevilles, à pas te péter, à te tourner la cheville, mais de façon à ce que quand tu te tournes la cheville, de pas faire une entorse, là. Ça se pratique, ce genre de choses-là, là. Fait que c'est des choses qui sont, en tout cas pour moi, qui sont payantes, puis qui me permettent d'aller plus vite dans les longues distances. Clairement. Ouais, les gars, on a commencé, on n'a même pas présenté notre bière. On s'était promis de se prendre une bière puis jaser les trois ensemble. Puis on a omis cette portion-là. Eric, tu bois quoi de ton côté? Moi, j'ai une Noctem donné sa langue, un beau chat, une double IPA. Excellent. Avec un beau chat, je l'aime bien, ce mélange-là. Très fort. Moi, je suis dans le thème zoologique comme toi. J'ai une vache folle de Charlevoix. Ben oui. C'est une rousse. Très bonne. Très cool. Moi aussi, j'étais avec Noctem. Eric, bien sûr, c'est le partenaire du podcast. J'ai une Empire. J'en parlais la semaine passée avec Francis Boutin au dernier épisode. En fait, c'est une double IPA, mais ce qui est le fun, c'est que c'est un partenariat entre le Noctem et l'Emporium à Québec, qui est une super microbrasserie, qui a été le premier partenaire du podcast de bière à l'épisode 1. Ils étaient déjà là, eux autres. Fait que c'est comme un beau mariage entre le partenaire actuel, le premier partenaire. Fait que on a déjà commencé à boire, on a déjà commencé à jaser, mais cheers, messieurs. Ah, le jus d'orange, ton truc, je la couleur. Ouais, hein, c'est une double IPA assez opaque. Cheers. Santé. Cheers. Cheers. Richard, on a parlé du moment où tu as été pigé pour la Hard Rock, Est-ce mais que je veux dire, il faut se promettre de faire un cheers à Silverton dans pas oui, si oui, longtemps que ça, là. dans vraiment pas si longtemps. Puis Ouais. je sais pas si je vous l'annonce là ou je le dis plus tard. Je vais l'annoncer là, mais je vais avoir une bière pour vous. Moi, je ramasse de l'information tranquillement sur les invités que je vais recevoir là-bas, puis je vais partir avec une valise un peu plus pesante. J'aurai des petites bières Noctem pour vos lignes d'arrivée, mais on va prendre une bière ensemble, j'espère, avant, après, pendant, peu importe. Ouais, fait que Richard, on a parlé un peu du moment où toi, quand tu as su que tu allais être pigé, c'est devenu ta course A de l'année. Toi, Eric, tu avais déjà un gros programme, je pense, pour cette année. Ça faisait combien d'années que tu essayais la pige pour la Hard Rock? Moi, j'étais un gars mardeux, mais lui, là, c'était un autre niveau. C'était ma deuxième année. Aïe, Fait que j'avais 0.5. En fait, selon les statistiques que j'ai vues, c'est 0.3 ou 0.5% des chances d'être pigé. Fait que, mais tu sais, comme je dis, moi, j'avais 2 billets de qualité, là. J'avais appliqué avec Bigfoot, les 2 fois. Et quand même, ça a du poids, là. Quand tu as su que tu avais été pigé, comment ça s'est passé? J'étais dans un camping d'hiver. On testait notre van avec ma femme dans un camping d'hiver. Fait que là, j'ai une couple de copains qui m'ont écrit, ils m'ont dit, hey, t'es pigé de l'Hard Rock, ça va être ta course malade de l'année. Mais j'avais pas une réception cellulaire super bonne. Fait qu'il fallait que je sorte de la vanne, j'aille marcher pour savoir ça. Fait là, c'était comme genre. Mais mon premier réflexe a été comme, fuck, je suis pigé, ça contrecarre-tu mes plans? J'ai-tu une autre course que je vais manquer à cause de ça? Aïe, aïe. Fait que, mais tu sais, comme, c'est ça. Fait que finalement, j'ai regardé, j'ai dit, le timing est bon, c'est une semaine avant d'autres. C'est correct. C'est quand même incroyable rentrer à Hard Rock avec 2 tickets. Je dis que c'est... C'était les astres étaient alignés, là. Ouais. Il y en a quelques-uns, là. Je pense, je ne me rappelle plus combien il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, là, qui ont été pigés à 2 tickets. Non, c'est ça, hein. Puis écoute, il y avait un gars qui était pigé à 2048 tickets, là. Lui, ça faisait sa 11e année qu'il appliquait. Puis je connais un gars à Ottawa ici qui avait
512 tickets, puis il n'a pas été pigé, là. Lui, il a hâte, là. Fait que toi qui est rentré avec deux, là, c'est C'est un quasiment peu comme chiant. toi, Richard, avec la Western. T'étais pas rentré à la Western avec 2 tickets? Ouais, je suis rentré, ouais. Non, moi aussi, je suis assez, je suis super mardeux, mais Eric, c'est comme next level, là. Rentrer avec 2 tickets, j'en avais quand même 16 pour la Hard Rock, là. Que les anges de la pige, les astres qui s'alignent, je sais pas, ils ont vu l'affaire, le prix de la Ultra Ouais. Sign Up, ils ont fait, OK, ce gars-là est pas pire malade, on va lui donner un En fait, accès. t'es peut-être rentré avec l'étiquette de Dale Garland, là. Tu sais, c'est 5-6 tickets qu'il y a dans la poche arrière, là, qui distribue, là. Qui Il a garde peut-être dit, pour ce gars-là, des là, il invités de mérite marque. de venir, là. Ouais, Ouais, c'est mais ça. tu sais, mais j'étais pas encore officiellement promu T'avais pas été Ultra Sign Up. couronné, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas donné. Mais Ok, tu sais, puis ok. le plus drôle là-dedans, c'est que quand j'étais pigé, une couple de jours avant, j'avais échangé avec une amie. Puis, tu sais, moi, au début novembre, je suis allé faire Rio del Lago. Rio del Lago, en Californie, il y a à peu près la moitié de la course qui se fait sur la Western State. La moitié, c'est en ville, là. Fait que j'avais goûté un peu la Western State d'une certaine manière. Je m'étais dit, wow, OK, je suis pas épaté, là. Tu sais, je trouve que c'est une course qui se fait, c'est trop une course rapide pour Mhm. mon style de course. Il n'y a pas assez de montagne, il n'y a pas assez de trail. En tout cas, la portion que j'ai Mhm. vue. C'est la deuxième moitié ou la première moitié de la Western States que tu fais? C'est plus proche Auburn. voyons, Tu passes par Auburn, puis tu continues vers Sacramento, là, non, genre? la course part de Folsom, puis elle s'en va voyons, vers le lac Tao, là, mais, fait qu'on, c'est pas Ah, ok, dans la l'autre portion. sens, ok. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est la portion plus, des grandes routes, là, qui se courent super vite, puis que tu peux quasiment courir en Ouais. montant. Ok. Fait que, tu sais, j'ai pas été épaté. Fait que là, je disais à mon ami, je dis, ah, ben, écoute, regarde, tu sais, je peux être pigé pour la Western State puis pour Hard Rock, mais Western State, honnêtement, je suis pigé, je sais pas, je vais y aller pour le principe, là, mais je suis pas intéressé plus qu'il faut. Par contre, Auburn, j'aimerais ça, tu sais, c'est un trip différent. Colorado, ça m'intéresse, puis ça me ferait un bon training pour la Swiss Peak. Fait que, je dis, ah! Fait que là, je dis, ça serait le fun. Fait que, comme de fait, je suis pigé. OK, mais merci, cher ami. T'as un karma qui doit être exceptionnel, Eric. Je sais pas Mhm, si tu mhm. fais du bénévolat, si t'as sauvé des gens d'une mort certaine. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour avoir ce karma-là, mais écoute, c'est malade. Je te félicite. Tu dois être le seul gars qui vit pour le Hard Rock qui fait fuck, Shit, je vais être capable de la faire. j'espère que j'ai pas une course déjà prévue ce Ouais. week-end-là. Non, mais gars, c'est ça. Fait que, mais tu sais, je te dirais, je vais être chanceux, mais une fois dans l'année. Ouais. Fait que là, j'ai épuisé mes chances pour l'année. Fait que vois-tu, quand j'ai embarqué dans le tirage pour Moab, je voulais refaire Moab cette année. Puis non, je suis 16e sur la liste d'attente. Oh, allez, Ah, ben, obligé. 16e, je sais pas pour cette course-là, mais je sais que Je dans bien d'autres rentrerai pas. courses. Non, OK. Parce que Non, non, l'année, t'es 16e pour Western State, t'es pas mal sûr de rentrer, hein. non, l'année passée, ils en ont pris 10 à la liste d'attente. OK. Mais c'est parce que, Ouais. de ce que mon feeling, puis là, c'est une pure supposition personnelle, là, c'est que je pense ils en mettent plus que ce qu'ils ont le droit. Puis même s'il y a des abandons, il n'y a En jamais assez sachant d'abandons. qu'ils ont une Ah, petite OK. idée à l'avance C'est des ça. pourcentages de monde Ben ouais. Ouais, qui vont se fait que, retirer. c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont jamais, ils utilisent vraiment ben la liste d'attente, là. Puis, tu sais, OK. j'ai quand même l'impression que Moab, il y a quand même pas tant de monde que ça qui revient d'abord, là, parce que c'est Ouais. quand même une belle course, là. Mhm. J'ai hâte de voir, j'ai écouté des podcasts sur la Hard Rock pour me mettre dans l'état d'esprit. Puis, tu sais, la Hard Rock, bon, c'est 140 coureurs seulement. Puis, il y a une liste d'attente. Puis, il y a des anecdotes de gens qui sont rendus premier, deuxième sur la liste d'attente. Il y a quelques personnes qui descendent. Mettons, ils ont commencé septième. Puis là, la course approche. Puis, bon, tu veux pas souhaiter de mal à personne, mais t'espères que quelqu'un a un empêchement ou une petite blessure. Tu fais, ah, yes, je rentre. Puis, c'est arrivé dans le passé que les gens qui étaient premier, deuxième, troisième sur la liste d'attente se sont pointés à Silverton, ont fait un processus d'acclimatation, sont entraînés, sont mindés à le faire. Puis une dame, elle a su le soir, le lendemain, la veille du départ, le jeudi soir, elle a su, tu rentres demain. Parce que Ben, il y a quelqu'un rendu sur place qui était malade, qui a pas pu, il est pas allé chercher son dossard, puis il a dit à l'organisation, prenez quelqu'un d'autre, je suis malade, je peux pas prendre le départ. Puis il y a une fille, le jeudi soir, elle a su, vendredi matin, tu pars à Hard Rock. C'est quand même fou quand je comme suis ça. allé à Western States, là, j'ai parlé avec un gars que c'est comme ça qu'il est rentré. Il l'a Ah su la ouais. veille. Fait que comme il savait qu'il était le prochain sur la liste, tu sais, il s'est rendu sur place. Puis il s'est dit, tu sais, je garde mes doigts croisés, puis bang, il y a eu un dossard. Exagère. Qui ça qui exagère? Ma femme qui dit ça. OK. Je me demandais si c'est Eric qui y a parlé.
Aïe, Ça, c'est aïe. un Salut. excellent bloopers qu'on va laisser dans l'épisode. Salut, sa conjointe. Ça, c'est ce que la conjointe d'Éric dit chaque fois qu'il dit là, chérie, je suis allé sur Ultra Sign Up, puis je me suis inscrit à 300 000 en 3 semaines. Ouais, des fois, je fais ça. Non, pour Parlons-en, cerveau. Eric, avant qu'on arrive dans le thème qu'on voulait aborder avec l'épisode, ben, il y a 2 thèmes aujourd'hui. On voulait parler d'acclimatation parce que dans la série, chaque épisode, on aborde un thème. Le deuxième thème, c'était Eric parce qu'on t'accueille sur le podcast, mais on veut jaser un peu de ton année, de ton build-up vers Hard Rock. Mais là, tu le disais, tu avais déjà un enchaînement de courses qui était pas mal ton plan A de l'année. Veux-tu nous parler de ce qui va suivre ta Hard Rock? En fait, je peux peut-être parler de ce qui va arriver avant, qui va m'entraîner pour le Hard Rock. J'aime Puis, ça. Allons-y comme ça. Partons de Fait que- maintenant jusqu'à le Hard Rock, puis le après Hard Rock. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai fait ma première course de l'année en janvier, début janvier, qui était à Brazos Bend au Texas. Puis après ça, ben, j'ai pris 2 mois sabbatiques parce que j'avais une cuisine à rénover. Fait que j'ai rénové ma cuisine. Une autre sorte d'ultra. Ouais, c'est ça. Monte, descend des escabeaux pour peinturer le plafond. On va dire que c'est off. Puis là, j'ai recommencé à vraiment faire des distances il y a 2 semaines en faisant Kansas, Prairie Spirit au Kansas. Bon, un 100 000. Puis là, mon idée, c'est d'en faire un aux 2 semaines, un 100 ou un 200 par 2 semaines pour les 10 prochaines semaines. Fait que là, le fond, sur 10 semaines. Fait que là, en fin de semaine, j'ai un 220 000 en Pennsylvanie. Après ça, le 27, je vais faire un autre 100 000 au Maryland. Après ça, je vais faire Hellbender en Georgie. Puis je vais aller finir ça avec un petit scouting du Colorado le 1er juin. Je vais aller faire Macy's All Out au Colorado. 100 000. Wow. C'est en altitude, celui-là, Colorado, ou plus des Oui, côtés, ouais, un du petit côté peu. plane? Ouais, OK. ouais. Puis il y a quelqu'un qui me disait, Walker Andloser me disait que c'était plus technique vers la fin, fait que ça va me permettre un peu de voir un peu le style. Mhm. Après ça, je vais prendre un mois de break, juste à m'entraîner. Puis là, je vais avoir le Hard Rock. Juste à m'entraîner. Je vais aller Hard Rock. Quand je reviens après le Hard Rock, ben là, comme je disais tantôt, j'hésite entre faire Palisade en Idaho, là, qui est la fin de semaine d'après de Hard Rock. En fait, ça commence le jeudi après Hard Rock. Puis après ça, revenir, puis faire Summit 200 si la course officielle est officiellement autorisée, là, parce qu'il attend encore les permis, ou peut-être skipper le 200 puis aller en faire un autre à la fin juillet aussi au Colorado. Après ça, je reviens une couple de semaines au Québec, me reposer un peu. Puis là, je pars pour la Suisse et l'Italie, où ce que je vais faire back-à-back, le Swiss Peak 660, puis le Tour des Géants, 330. Fait qu'en 3 semaines, je fais 1000 km avec 85 000 mètres de dénivelé. Ouais. Ça, c'est ma course de l'année. Ça va être ton plan, ta course, tes 2 courses A, là. Ouais, Tu sais, il y a après David ça, Bombardier prochainement. au Québec. David Bombardier appelle, tu sais, quand ses projets un peu fous, il appelle ça des plans de marde. Faut trouver un nom pour ce genre Ouais. d'enchaînement-là. C'est malade parce que, Eric, tu le disais, le Swiss Peak, bon, on a entendu souvent parler de la Swiss Peak 360, qui est 360 km, mais là, c'est la Swiss Peak 660. Et le cut-off, le temps limite que tu peux prendre pour compléter la course, termine à peu près au moment où il faut que tu prennes le départ pour le Tour des Géants, c'est ça? En fait, techniquement, le party d'après-course de la Swiss Peak se fait le 8, puis en même temps, c'est le départ du Tour des Géants. C'est à quelle Fait distance que, le finish de la Swiss Peak puis le départ du Tour? je pense que j'ai calculé c'était 2 ou 3 heures de taux. Fait que, mettons que je vais finir avant le 8, là. Je vais m'arranger à finir avant le 8, c'est ça l'objectif. Puis après ça, avoir au moins une journée de récupération avant Tu d'aller partir faire le avec Tour. un peu de retard au Tour des Géants, là. Non, mais c'est parce que le Tour des Géants, je veux le finir en bas de 130 heures pour aller faire le Tour des Glaciers Tu l'année fais le Tour des prochaine. Glaciers, ouais. Non, mais tu sais, faut mettre en perspective. J'ai fait la course des cyclopies l'année passée, le 500 km en Sicile. Ça, c'est organisé par la même gang que le Tour. Sont affiliés avec le Tour. Ouais. C'est pas la même organisation, mais ils sont affiliés avec le Tour. Mais la raison pourquoi je suis allé faire 500 km en Sicile, c'est parce que ça me donnait un bypass pour le tirage du Tour des Géants. Tu rentrais direct. Je rentrais direct, là. OK, fait que il y avait 20, il appelle ça des packs, là. Il y avait 20 packs pour 20 coureurs. Fait que j'ai pas eu besoin de participer au tirage. J'étais automatiquement admis au Tour des Géants. Fait que c'est juste pour ça que j'ai fait ma course l'année passée. Fait que je suis pas pour gaspiller ça. Puis le Tour des Géants, je le fais parce que je veux faire le Tour des Glaciers. Parce que c'est ça que je veux faire comme course au final. Absolument, t'as pas le choix, là. Si tu fais le Tour des Géants, faut que tu fasses le Tour des Glaciers. C'est ça. Fait que, Toi, Richard, qui a complété le Tour des Géants en 130 heures, en moins de 130 heures, pour accéder au Tour des Glaciers, que tu as terminé aussi. Si tu avais un
conseil à donner à Eric pour son tort des géants, ce serait quoi? Ben là, c'est sûr que ta semaine au Swiss Peak, ça va juste. Un Mais entraînement? tu sais, mais l'affaire, c'est que, tu sais, je comprends exactement ce que tu dis parce que j'ai pas fait les enchaînements que tu as fait, mais à un moment donné, le corps s'adapte. Tu sais, c'est fascinant comment tu peux faire un 100 000, puis tu sais, la semaine d'après, t'en fais un autre, puis honnêtement, là, tu fais pas ça du premier coup, mais à un moment donné, tu es dans un espèce d'état psychologique, physique qui fait que tu es capable de le prendre. Tu sais, c'est capoté. Tu sais, moi, ça me fait triper ce Le, côté-là, là, le mais côté physique, ben en fait, et physique et mental m'impressionne. ouais. Eric, il y a des films sur des super-héros, d'avoir des films sur Eric Megui, mais Hein. euh, je veux dire, le côté physique m'impressionne, mais je comprends, sans le comprendre, qu'on peut en arriver là, Ouais. avec un entraînement, avec un build-up, avec une préparation, avec une discipline. Moi, c'est l'aspect mental qui me fait questionner, dans le sens où j'en ai fait 2 des 100 000. Je suis loin d'être là où vous êtes, mais c'est des courses, même des 100 kilos, quand tu es longtemps dans le bois, des longs moments de solitude, tu cours avec la douleur, tu es dans la pain cave. Mentalement, ça draine. Puis moi, j'ai toujours Ouais. senti que je récupère vite, entre guillemets, d'un 100 000. 3 jours après, je sens plus mon corps. Mais je serais pas capable d'aller me remettre dans cet état mental-là de Ouais. souffrance. Toi, Eric, est-ce Mais, que tu mais ressens encore ce moment-là de souffrance, de pain cave sur un 100 000? Ah ben, c'est sûr, tu sais, regarde, Paris Spirit, là, j'ai sacré le dernier 80 kilomètres. Puis, tu sais, le dernier 60, là, je regardais ma montre, puis je disais, hey, il me reste encore, à la vitesse que je suis rendu, là, j'en ai encore pour 12 ou 13 heures à avoir mal. Mhm. Mais là, c'est comme genre, ouais, là, OK, j'ai ma claque, là, faut arrêter, là, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, j'avais juste mal, j'étais pas blessé. Fait que j'arrêtais pas pour les bonnes raisons. Puis moi, je me suis mis, il y a quelques années, quand j'ai commencé à en faire plus, ce que je me suis mis dans la tête, puis c'est ça qui a fait que ça a comme cassé mon problème de DNF, c'est que si je le finis pas, je vais revenir le faire jusqu'au temps que je le finisse. ouais. Fait que Mhm. tant qu'à avoir mal, là, ben, je suis aussi bien de le finir, avoir la bocaule, la mettre dans la boîte, puis d'en parler. Je pense que je J'aime pense que ça. c'est dans le livre de Jason Coop, j'ai lu ça, mais il disait que quand tu t'embarques dans un ultra, faut que quand tu fais ton choix de course, faut que tu le files en dedans. Tu sais, faut que tu aies un désir viscéral de vouloir faire cette course-là. Puis je pense qu'un coup que tu as ça, là, même s'il y a de la souffrance physique ou même tu es fatigué, tu sais, tu passes par un peu tous les états d'esprit, là, je veux pas dans une longue distance. Mais si tu as ce désir-là, dans le fond de tout, de le finir, là, il n'y a rien qui va t'arrêter, tu sais, puis c'est Mhm. là que ça se joue mentalement, d'après moi, là. Mais tu sais, faut que tu fasses Comme tout un attention aussi. drive, là, là, tu veux faire tes 100 000, tu sais, Ouais. t'as une Mais tu force sais, intérieure, là. c'est ça. Mais tu sais, faut que tu fasses attention aussi. Faut que tu sois quand même assez à l'écoute de ton corps pour dire, là, j'ai mal, c'est-tu j'ai juste mal ou je suis en train de me Mhm, blesser? mhm, mhm. Ouais. Et c'est là où ce que, quand j'ose avec d'autres coureurs qui en font beaucoup, c'est là où ce qu'on jase justement d'expérience, puis c'est là que ça Ben, devient. tu sais, souvent les gens vont dire dans la vie en général, il faut savoir écouter son corps, tu sais, puis moi je suis d'accord avec ça, mais je pense que savoir écouter son corps, c'est justement de reconnaître les différents types. Tu sais, quelqu'un qui écoute son corps, puis les deux seuls signaux qu'il y a, c'est j'ai mal ou je me sens bien. Dès qu'il reçoit un signal qu'il est pas bien, il arrête parce que c'est pas trop, mais tu sais, quand t'as couru des longues distances, t'as des signaux, je sais pas, d'un bobo de friction, d'une ampoule, tu sais bien que t'es pas en train de mourir, là, tu sais, t'es Non, c'est pas... ça. Fait que, tu sais, savoir sentir ça, je suis en train de me blesser ou je suis juste fatigué parce que ça fait 100 heures que je cours, ben, c'est une gamme de différentes sensations qu'il faut t'apprendre à reconnaître, puis bon, Je pense, là-dessus, comme tu je dis, à pense un que moment donné, c'est de faut quoi que t'arrêtes, là. t'apprends à force que Ouais. t'en fais. Tu peux écouter 150 épisodes de podcast pour essayer de comprendre la douleur puis comment passer par-dessus. Mais il Faut faut que que tu tu le le vives parce que files. chaque personne est différente. Fait que toi, Richard, Oui. la façon que tu vis ta douleur, puis tu sais comment faire la différence entre la douleur et une blessure. Eric, moi, les trois, on a probablement 3 définitions différentes. Puis Ouais. chaque personne, c'est un peu comme la nutrition. Tu peux bien écouter des conseils nutritionnels. Il y a la science, si on peut s'appuyer là-dessus. Mais après ça, il y a les tests personnels, puis tu t'apprends à te connaître à force de le faire. Il faut que tu te mettes dans Mhm. ces situations-là, d'où les week-end shocks, d'où les longues sorties. En entraînement, on peut se mettre dans des positions de vulnérabilité, de douleur sans blessure, de vomir, à en avoir mal à l'estomac parce que justement, tu gères mal ta nutrition. À l'entraînement ou en course, on apprend, puis on fait Ben, notre tu vois, petit sac à outils avec ça, là.
Tu cherchais un nom pour les plans de marde de Dave Bombardier, comment les appliquer à Eric Megui. Moi, je dirais une saison choc. Saison Tu choc. parles d'un week-end choc. Lui, c'est fucking toute saison qui est un choc. Il y a des gens qui rêvent pendant 11 ans de faire la hard rock. Eric, c'est son entraînement vers autre chose. Exactement. Ouais. C'est juste un petit tremplin entre deux autres aussi, camp de malade, là. Ah, c'est ça. Ah, ben, c'est intéressant comment tu le racontes, Eric. Je trouve ça, on dirait qu'on comprend mieux le processus dans tes saisons. Suite à ton enchaînement Swiss Peak, Tort des Géants, y a-t-il autre chose au calendrier déjà? Ouais, j'ai Pinoti au mois de novembre. Puis En là, ben, Alabama? en Alabama, ouais, j'attends. Puis c'est une région que j'aime beaucoup, l'Alabama. Il y a des belles courses dans ce coin-là. Ouais. Puis là, j'attends à voir si finalement je vais être sorti, je vais passer la waitlist là, moi, à bout pas, là. Mhm. Fait que si je suis pas sorti sur la waitlist, ben je vais sûrement faire un back-to-back. Là, tu sais, ça va déjà faire au moins un mois et demi que je vais être revenu du Tour des Géants. Fait que je vais sûrement me faire une coupe de course. Là. Normalement, en décembre, j'essaie toujours d'en faire 200 000 back-to-back. J'aime bien ça avant les fêtes. Là. Ouais. Comme ça, je peux me reposer tranquillement dans la neige. Fait que, mais c'est ça, tu sais, j'ai dit à ma conjointe que je serais plus tranquille cette année, fait que ça serait pas pire, là. Je pense que je suis rendu à Tranquille, 16. cette année, c'est moi. Je pense que je suis rendu à 16 de réservé, fait que bon, peut-être rendu à 18, là, mais ça va être quand même un peu moins que l'année passée. Parce que l'objectif, Euh, on l'a pas dit au micro, on l'a dit avant de commencer à enregistrer, mais l'objectif ultime avant tes 60 ans, c'est 100 fois 100 000 et plus. 100 fois 100 000 et plus, parce que Ouais, c'est un 200 000 ne compte pas pour deux deux fois fois 100 ça. 000. C'est ça. C'est 100 Exact. courses de plus de 100 000, 100 boucles de ceinture. Mais tu sais, j'en ai croisé une couple de gars qui l'ont déjà atteint, là, puis je m'en rappelle plus c'est quoi son nom, mais quand j'ai fait Rio del Lago, il y a un gars qui était rendu à son 115e ou 118e, 100 000. Ça faisait genre 10 fois qu'il faisait Rio del Lago. Fait que, tu sais, en fait, il y a deux concepts. Il y a le 100 fois 100 000, puis il y a deux... En fait, quand on a fait Coldwater, j'ai fait un méchant bout avec un Américain, puis lui, ce qu'il s'amusait à faire, c'est qu'il fait un 100 000 dans chaque étape. OK? Fait l'Arizona, ça tombe 35e état. Wow. Fait que là, je dis, ah ouais, c'est le fun. Fait que là, je suis rendu à 18, 19 états de fait, dans ce coin-là. ouais, y a-tu tous les États qui ont une course de 100 000? Il y en a un ou deux qui en ont pas. OK. Fait qu'il y a moyen de s'amuser pas mal. Ah oui? Ouais. Fait que là, je dis, ah ouais, ça, c'est un beau concept. Fait que là, je veux jumeler ce concept-là avec le concept du 100 fois 100 000. OK, ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Vraiment. Puis, il y a une culture américaine très, très forte. Je veux dire, le 100 000 est très implanté dans la culture de trail aux États-Unis. Ailleurs, tu as des courses qui font 142 km. Puis, en Europe, tu as des... On joue autour du 160, mais aux États-Unis, il y a vraiment quelque chose de fort. La plupart des événements ont le 100 000 typique qui est classique. Là. C'est quand même fou qu'il y a juste deux États qui en ont pas. Puis, tu sais, Ouais. aux États-Unis, il y a quand même des très petits États, là, le Maryland, tu sais, les petits États de la côte Est, là, tout ça, là. DC Mais doit tu pas sais, avoir son 100 000. Là. Ouais. C'est qui? quoi les deux États qui DC. n'ont pas de 100 000? Je Sais-tu? pense que c'est le Dakota du Nord, puis Pourtant, Ouais. je sais qu'il n'y a pas grand monde là, mais ça reste qu'ils ont de la belle nature. Là. ouais, le Sud en a un, mais il y en a un autre, je sais plus lequel, honnêtement, je sais plus. Mais tu sais, il y a des États, regarde, je vais te dire, quand je t'avais fait Prairie Spirit au Kansas, ça m'appelait pas pendant tout le Kansas. Puis là, c'est comme genre, OK, j'ai fait check sur l'État, puis je retournerai plus dans cet État-là. Là. Ouais. Il y a des là, en sacrament, c'est pas le fun. Ta course que tu parles en Idaho, le Palisade, là, moi, je suis allé là parce que c'était un qualifier de Hard Rock, mais tu sais, je m'en allais là avec pas tant d'attente. Sérieux, là, c'était une méchante belle course. C'est petit, là, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est magnifique, c'est super bien organisé, les gens sont ça coche, là, comme, je suis sûr qu'en faisant des courses dans tous les États, tu vas découvrir des petits bijoux comme ça, là, à gauche, à droite. Écoute, l'année passée, quand j'ai fait Crazy Mountain, là, c'est un de mes plus beaux 100 000 que j'ai fait à vie. Et où c'est, Eric? Capoté. Au Montana. Montana, OK. Ouais, mais tu sais, c'est complètement malade, là, parce que tu te promènes entre des vallées puis des montagnes. OK? Puis quand tu commences à monter la montagne, là, t'arrives dans le fond d'une vallée, là, puis là, tu vois, là, genre, à 10 km dans le fond de la vallée, tu vois la montée pour que tu vas monter, là. Là, tu regardes, puis ça finit avec des roches en haut, là, il n'y a plus d'arbres. Aïe, aïe. Fait que tu sais que tu montes pour un méchant temps, là. Fait que là, tu montes. Puis là, tu sais, moi, je vais toujours avoir ce souvenir-là. Le premier pitch qu'on monte, après avoir monté, je pense, ça ferait 2 heures de temps, on arrive en haut. Puis là, ça fait, tu sais, t'as le pitch, puis ça redescend.
Ça redescend aussi à pic que ça a monté. Mais juste comme tu passes le pitch, il y a un lac vert émeraude juste en bas, là. Tu t'en vas descendre, marcher ça. Tu arrives en bas du lac, puis là, tu es comme, ah, il y a un autre pitch, puis il y a un autre lac en bas. Là, tu fais ça 3 fois d'affilée en descendant. Ah, écoute, j'ai trippé ma vie, là. Puis c'est cette course-là aussi que c'est la seule fois que j'ai entendu parler de danger vraiment dans une course. Parce que le 2e ou 3e pic que tu fais, ça monte encore plus haut. Puis quand on monte, il nous avait averti que ce pic-là, quand tu passes cette passe-là, tu sais jamais la condition que tu vas avoir météo. C'est vraiment inconnu, là. On arrive en haut, il se met à grêler, mais solide. Puis juste comme on descend, ça tombe en pluie. Mais quand j'arrive dans le fond de la vallée, il y a des coureurs qui arrivent en arrière de moi, puis il dit, il y a une roche qui s'est détachée grosse comme une toilette chimique en haut, puis qui a descendu tout le long. Il y a des coureurs qui a fallu qu'ils se tassent de la piste pour pas se faire grosser dans la roche. Aïe, aïe. Tu sais, c'est comme, OK, c'est malade, ça, là. C'est vraiment capoté, là. Fait que, tu sais, des histoires de fous, tu se ramènes de même, c'est le fun au bout. Mais écoute, c'est ça. Ça a été une des belles courses. Fait que, tu sais, ça me permet de voir des belles choses comme ça. Ouais, ben je pense que t'es quelqu'un qui s'émerveille aussi beaucoup de la nature. Je me rappelle quand on s'était vu à Coldwater, on s'était vu le matin de la course, on a couru ensemble, puis tu me racontais tous les endroits que tu avais visités dans les jours avant, parce que les deux, on était en télétravail, puis avec le décalage, à 3 heures, tu finis de travailler, fait que tu peux aller t'amuser dans le bois. Ben, dans le bois. Mauvais choix de mots. Dans les cactus. Puis tu m'avais dit qu'avec ta femme, vous étiez allé faire des randonnées. Tu sais, je veux dire, c'est malade. Fait que tu sais, t'as vraiment cette passion-là de se dire, oui, je fais des courses, oui, j'accomplis quelque chose qui me parle, mais je m'en mets plein les yeux. Là. Ben, tu sais, à Coldwater, le meilleur souvenir que j'ai eu de Coldwater, c'est dans les entraînements. À un moment donné, on arrive dans un secteur où il y a plein de cactus, puis il y a des nids d'oiseaux dans le cactus. Ils stressent des nids dans le cactus. C'est comme, ça fait comment, vous autres? Ça pique, moi, je suis pas capable de toucher à ça. Ah, mais c'est sûr que les États-Unis ont vraiment un territoire exceptionnel. Tu sais, on entend beaucoup de négatif par rapport aux États-Unis pour la situation politique, pour les gens qui sont dedans. Je veux dire, avec le petit, on est parti l'automne passé, puis on a fait des kilomètres dans des États de la Bible Belt, puis les gens sont fins, mais tu sais, culturellement, c'est particulier, puis on se reconnaît peut-être moins là-dedans, souvent comme Québécois, mais ils ont un territoire qui est complètement exceptionnel. Moi, pareil, j'ai eu des coups de cœur dans des États que tu te dis, on va passer là, faut le traverser pour se rendre au prochain point. Puis finalement, tu as le goût de te parquer là une semaine parce que je veux dire, le Canada, on est développé à peu près à 100 km au nord de notre frontière. 95% de la population vit dans le premier 100-150 km de la frontière. Puis le reste, c'est magnifique, mais c'est super hostile, difficile d'accès. Eux autres, ils ont 100% de leur territoire qui est quand même facile d'accès, il est au sud de notre frontière. Donc, même si c'est des grosses montagnes, même si c'est des grosses forêts, même si c'est de la faune dangereuse, tu as accès à tout ce territoire-là, puis c'est un énorme pays, fait qu'il y a tellement d'endroits qui sont magnifiques, là. Oh oui, écoute, moi, il y a 2 ans, quand j'étais allé faire Bigfoot, j'ai traversé les États-Unis en auto pour aller faire Bigfoot. Puis j'ai vu des États où je suis comme, ah ouais, écoute, moi, il faut que j'arrête de faire une course site, là. T'sais. Puis, regarde, c'est ça, le Wyoming, c'en est un des États que je vais aller faire des courses là. C'est de belles montagnes. C'est comme ça que j'ai pogné la piqûre de l'Oregon aussi. Quand j'ai fait Oregon 200 l'année passée, j'ai vraiment trippé ben raide, là. Cette course-là, j'ai eu du fun au bout de la faire ça, là. Même si j'ai sacré pareil. Hey, messieurs, avant qu'on poursuive, on va se prendre une petite pause parce qu'on a le message de partenaire, puis on se reparle de l'autre côté. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagnon. On a reçu une question super intéressante. Pourquoi certains plans d'entraînement sont en kilomètres et d'autres en durée? Mais ça va dépendre de qui le fait. Moi, je pense personnellement que la combinaison gagnante, c'est de mettre les deux. Donc, de mettre des sorties en kilomètres puis d'en mettre aussi en durée. Je sais qu'on est dans un podcast de trail. Cependant, je veux donner l'exemple de coureurs sur route. Par exemple, quelqu'un qui va faire un marathon en 6 heures, puis qui a retrouvé sa plus longue sortie comme étant un 4 heures, va probablement trouver ça dur de la 4e heure à la 6e heure de son événement. En trail, on va préférer travailler un petit peu plus avec le temps. Pourquoi? Parce qu'on est interdépendant de la technicalité du parcours, de la météo, des dénivelés, pour pouvoir rencontrer notre nombre de kilomètres. Fait qu'on peut faire un 40 en 6 heures, en 8 heures, comme en 3 heures. Fait que de figurer le temps que ça va nous prendre, faire notre parcours, puis de reporter ça dans nos entraînements à différentes mesures, c'est la meilleure option. Super intéressant. Merci, Natacha. Bienvenue!
Sur les sentiers de la Hard Rock, c'est une série de 8 épisodes à paraître en juillet prochain, enregistrés directement depuis les montagnes rocheuses du Colorado, alors que j'aurai la chance de couvrir la mythique Hard Rock 100. Puis un projet comme ça, ça se fait avec des précieux partenaires et j'ai la chance de compter sur l'équipe Simpson comme partenaire voyage de la série. Équipe Simpson, c'est le cabinet de courtier hypothécaire mené par l'entrepreneur Stephanie Simpson, que vous connaissez parce que c'est l'une de nos plus grandes ultramarathoniennes au Québec. Accéder à une propriété, c'est comme se préparer pour un grand objectif de course. Ça prend l'aide d'un ou d'une coach, quelqu'un qui est expert en la matière puis qui va t'accompagner à chaque étape du processus. Puis l'équipe Simpson, c'est ça leur expertise. Un courtier hypothécaire, c'est beaucoup plus qu'un professionnel qui va te trouver le meilleur taux pour ton projet immobilier. C'est des gens passionnés de leur métier qui t'accompagnent du début à la fin puis qui te guident à travers un processus qui peut être stressant. C'est normal. Mais avec Stéphanie et son équipe, tu peux être en confiance puis tu vas te sentir supporté, conseillé puis accompagné. Dans un projet, contacte l'équipe Simpson, un cabinet multiprêt hypothèque, équipesimpson.com. Parlons d'acclimatation parce que chaque épisode, le but avec Richard aussi, c'est d'aborder un certain sujet. Puis là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux approches différentes de l'acclimatation. Raconte-moi, Richard, toi, ton plan de match d'un point de vue acclimatation à l'altitude, c'est quoi? Parce que je veux juste faire un petit rappel. La Hard Rock est en très, très haute altitude, moyenne de 3300 à 3400 mètres. Ton point le plus bas est à 2300 mètres. C'est plus haut que n'importe quoi au Québec. T'sais. Le point le plus bas de la Hard Rock est quasiment le point le plus haut de l'UTMB. Puis à la Hard Rock, tu te rends à 4300 mètres à Andy's Peak. En fait, il y a l'acclimatation. Essentiellement, la Hard Rock, c'est pas mal similaire en termes de parcours à l'UTMB, mais 2000 mètres plus haut, là. 2000 mètres plus haut, là. C'est quand même significatif. Puis comme on parlait tantôt, c'est soit l'approche avec l'altitude, c'est sûr que tu arrives la veille, pas acclimaté du tout, mais pas fatigué du processus d'acclimatation, ou bien tu arrives en avance puis tu t'acclimates. Parce que l'acclimatation, c'est un stress physiologique comme s'entraîner, puis si tu arrives là 4-5 jours à l'avance, tu risques d'être fatigué parce que ton corps est en train d'essayer de pédaler pour développer des globules rouges, mais tu n'en as pas assez pour en bénéficier pendant que tu fais la course. Fait que puis il n'y a comme pas 56 000 solutions. Là. Quand tu es au niveau de la mer comme nous autres, tu aurais beau dormir dans une tente toute la nuit en altitude, parce que ça existe des tentes et des compresseurs, mais les recherches là-dessus sont pas très concluantes parce que quand tu sors de ta tente, tu es au niveau de la mer. T'sais. Oui, puis c'est pas banal non plus dans le sens où je veux dire, si tu t'acclimates parce que tu vas faire une course, un hike, peu importe, à 1000 mètres, à 1500 mètres, il y a un effet quand même que certaines personnes vont sentir aussi rapidement que ça. Mais là, tu t'en vas faire de quoi à 4000 et plus, c'est pas le même game. Là. C'est que il y a des gens qui s'acclimatent bien, puis d'autres moins bien, puis ça n'a rien à voir avec ta condition physique ou tout ça. Moi, par expérience, pour être allé souvent en altitude, je m'acclimate en général bien. Fait que je me dis, bon, je suis assez confiant pour ça, tu sais. Mais ça fait longtemps que je veux faire de la Hard Rock, puis ça fait longtemps que je le sais que le jour que je vais être pigé, que ça tombe cette année, je vais prendre un mois de vacances, je vais aller 3 semaines avant, tu sais, je vais juste me payer à la traite, là, je vais aller me parker là-bas puis aller faire des hikes à tous les jours. Ouais. Ça fait partie un peu de ton trip Hard Rock aussi. Ça fait partie, c'est une maison. Fait que toi, tu y vas avec l'approche, on arrive 3 semaines d'avance au Colorado. Je pars 3 semaines d'avance, puis je monte par la route là, comme Eric, là, fait que ça va me prendre probablement 3 jours monter là, puis après ça, je vais aller m'amuser en montagne, puis les quelques jours avant, aller plus bas pour me reposer. Tu commences à dénicher des petits coins où tu peux aller dormir? Parce que j'ai parlé, Hard Rock, les gens montent haut pour dormir. Ouais, j'ai parlé à Francis Picard, là, puis lui, quand il a fait la Ouray, c'est une job d'altitude, là. Il m'a envoyé les plus belles hikes qu'il a faites. Fait que j'ai pris ça en note, là, puis c'est ça que ça serait cool qu'on se voie là-bas puis qu'on aille en faire une ou deux ensemble, c'est certain, là. Mais moi, en gros, c'est ça mon plan, là. Okay. Toi, Eric, ton plan de match d'un point de vue altitude? Moi, c'est sûr que je vais me servir de ça comme entraînement pour la Swiss Peak. Fait que je vais essayer d'aller passer du temps. Comme je te disais tantôt, ça va dépendre de mon client, là, le Go Live. Si je suis capable de déplacer les dates puis de faire ça à un meilleur temps, je vais partir aussi une couple de semaines avant, 3 semaines avant pour pouvoir prendre ça relax. Honnêtement, la course que je vais faire en fin de semaine, le directeur de course, c'est un ami à Jeff Browning, puis ils se sont organisés un camp de training la semaine avant Hard Rock là-bas. Yeah. Fait que je vais peut-être essayer d'aller me bobber. OK.
Ouais. Pour ceux qui ne C'est ça. connaissent pas Jeff Browning, on l'avait brièvement entendu dans notre épisode ensemble avec Eric parce que j'ai enregistré un épisode pendant, puis je l'ai croisé qui était à sens contraire parce qu'il était pas mal d'avance sur Eric et moi. Il avait gagné la course. Jeff, c'est un ancien champion de la Hard Rock. C'est la deuxième personne avec le plus de victoires sur 100 000 dans l'histoire du sport. Puis ben, c'est quelqu'un qui est dans la famille de la Hard Rock depuis longtemps, les Hard Rockers. Donc, si ça marche avec ton client, tu es capable d'arriver un peu d'avance. Mais si ça marche pas, tu vas avec l'approche, comme Richard parlait, de dernière minute. Là. Ouais, je vais voir ça risque effectivement d'être ça, mais je leur dirais, je vais forcer fort pour y aller avant parce que j'ai le goût d'aller passer un petit bout au Colorado. Ouais. Ouais, parce que toi, Eric, là, quand même, avec les autres courses que tu fais dans les semaines qui précèdent, tu vas aussi être exposé à l'altitude, là. C'est pas à l'altitude de Montréal. Fait que déjà, ça va quand même favoriser ton acclimatation, là. Ouais. Ben, tu sais, Hellbender, t'as quand même 6-7 000 mètres de dénivelé avec un peu d'altitude, pas trop. Puis après ça, ben, quand je vais aller faire Macy's Hideout, Macy's Hideout, c'est aussi en altitude, là. Exactement. Fait que, ça va être payant, ça, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un build-up graduel, là. Fait que, puis, Macy's Hideout, j'y vais la veille ou l'avant-veille, je fais la course, puis je reviens. Ouais. Une and out, là. Fait que, c'est justement, je vais aller tester, voir à quel point ça va être tough. Pour après ça, parce que, tu sais, de toute façon, ça ne le cachera pas. Le Hard Rock, mon objectif, c'est de finir à point. J'ai pas l'intention d'être dans le top, là. Ouais. Si je finis le dernier, ça me dérange pas pendant tout, là. Je suis J'allais pas, dire, je sais pas si tu as participé au panel de discussion, là, il y en a eu 2, 3 à date, là. Le premier, là, une affaire qui revenait souvent, là, au panel, il y avait du monde qui l'ont fait, là, 10 fois puis 15 fois. Puis le monde, il disait, il y a 48 heures pour le faire, là, c'est comme vraiment beaucoup de temps, là, comme t'as pas besoin de te presser, là, tu sais, prends ton temps, enjoy la ride. Puis 48 heures, c'est beaucoup de temps, là, effectivement, pour un 100 miles, là. C'est sûr que faut pas que tu te le caches. Si tu prends 48 heures pour le faire, ben un 100 000, t'as toujours mal à un moment donné. Fait que si tu prends 48 heures, tu vas avoir mal plus longtemps. Ben, tu sais, il y a ça, là. Tu sais, à un moment donné, faut que tu doses. Ouais. Mais, tu sais, mets-toi pas de pression puis ça finit là, là. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je me dis, c'est sûr que je vais vouloir y retourner, là. Puis, un coup que tu l'as fait une fois, c'est bien plus facile de retourner. C'est ça, c'est ça l'affaire, c'est que c'est la première fois qui est tough. Après ça, un coup que tu l'as complété, le bucket, il est pas mal plus petit, là. Puis, tu sais, les hard rockers, il y a comme un petit peu une philosophie que faut que tu l'aies fait dans les deux sens, tu sais, pour être un vrai hard rocker. Là, c'est comme, OK, ah ouais, il y a ça. C'est le débat, là, mais, tu sais, la hard rock, elle change de sens chaque année. Puis, il y a comme un petit... Quand t'écoutes le monde, tu lis des blogs, c'est comme, man, pour être un vrai hard worker, faut que t'aies fait horaire, anti-horaire. Tu sais, ouais, j'ai comme pas retourner de faire l'anti-horaire. Il y a toujours quelque chose qui relance. Hein? Il y a toujours, tu l'as fait une fois, mais si tu fais un vrai, faut que tu le fasses 2 fois. Puis, exactement. Là, cette année, rappelle-moi, Richard ou Eric, mais vous le faites sans horaire, c'est ça? C'est horaire, ouais. Qui est considéré, entre guillemets, la version la facile, plus je pense. facile, mais en même temps, les dernières années, les temps ont prouvé que oui, il y a un facteur que dans le sens horaire, à conditions identiques, c'est plus facile. Je mets des guillemets, c'est un 100 000. Mais, je veux dire, à chaque année, les conditions sont complètement différentes. Fait que s'il fait beau une année dans le sens anti-horaire, puis l'année d'après, c'est l'apocalypse en température dans le sens horaire, on s'entend qu'il n'y a plus de facile, pas facile. Ouais. Absolument. Je pense que entre le facile et le difficile, il n'y a pas un si grand écart que ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Ça reste quand même bien une différence, mais c'est pas Non, c'est ça. Ouais, ça reste que c'est une course en altitude, puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est une coche de plus dans le 100 000, puis ça devient intéressant. Puis le fait qu'ils mettent 48 heures pour le faire, ben, ça te permet d'apprécier la course tant qu'à moi. Ouais. Il y a le mythique Handy's Peak, là, qui est le sommet du parcours, tu sais, puis nous autres, on risque de le faire de nuit, parce que dans l'autre sens, tu le fais de jour. Tu sais, ça, c'est l'autre affaire, tu sais, des courses, moi, j'adore courir de nuit, mais il y a des bouts de parcours que j'aimerais ça les faire juste pour les voir de jour, parce que c'est une autre perspective, tu sais. Ah non, c'est clair. Ouais. Ben, tu sais, regarde, l'année passée, tu sais, comme Bigfoot, ça fait 2 ans de suite que je l'ai fait. L'année passée, je l'ai fait beaucoup plus vite que l'année précédente. Puis il y a des sections que j'ai passées justement à des temps différents de la journée. Puis c'est comme genre, ah ouais, écoute. Ouais, t'as une autre perspective. La première année, j'en ai manqué des belles. De ton expérience, Eric, en termes d'acclimatation à l'altitude, bon, un 100 000, tu peux arriver la veille, ton corps est pas du tout acclimaté, fait que pendant 24, 30 heures, tu
pousse là-dedans dans l'altitude. Puis, paraît-il que ça peut bien marcher pour certaines personnes, mais quand vient le temps de penser à un 200 000, là, une course où tu vas être en multijour, cette approche-là d'arriver la veille, est-ce qu'elle s'applique de la même façon qu'un 100 000 ou la durée d'effort vient jouer un peu là-dedans? Moi, je pense que c'est la même affaire. Tu sais, un 200 000, c'est tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Sauf que celui que je regarde faire Summit 200, qui, s'ils se font donner les permis, ben là, ça va être entre 9 et 13 000 pieds tout le temps pendant 4 jours. Ok. Fait que là, ça, c'est une autre acclimatation. C'est un autre, Ouais. c'est ça, c'est un autre game, là. Fait que c'est sûr que là, être toujours en altitude, je pense que je prendrais l'acclimatation. Ouais. Moi, mais tu sais, encore là, jusqu'à date, toutes les courses d'altitude que j'ai faites, c'est des courses qui, c'était monte-descend tout le temps. Donc, j'ai pas vraiment fait d'acclimatation, puis j'ai pas eu d'enjeu, sauf 2 fois, mais c'était à cause d'autres conditions atmosphériques qui causaient des problèmes. Fait que, effectivement, mes lectures que j'ai faites ou les commentaires que j'ai entendus d'autres personnes qui ont plus d'expérience que moi, ben, ça me laisse supposer qu'effectivement, si je faisais 3-4 jours d'affilée, ça serait mieux d'être acclimaté, là. Quand tu dis le monde descend, c'est que oui, tu atteins des hauts sommets, mais tu redescends dans le sens où des courses comme l'UTMB, oui, tu passes à 2004-2005, mais le temps de quelques minutes, puis tu redescends à des altitudes qui affectent moins. Je suppose que des courses comme Leadville au Colorado, dont on n'a pas parlé, mais qui est une autre course assez mythique, elle n'a pas beaucoup de monde descend. Elle est assez roulante d'un point de vue, je pense que c'est 4000 mètres de dénivelé sur 160, fait que c'est quand même peu, mais tu es tout le temps en haute altitude. Fait que c'est une course que tu es supposé pouvoir courir, mais tu respires dans une paille parce que tu es à 3500 pendant 160. La ville de Leadville est à 3000 mètres. Ah, c'est ça. C'est juste plus que 3000 là, tout le temps. Ah, c'est un autre ballgame. Je pense que chaque course a aussi ses particularités. Fait que quelqu'un qui écoute, qui se dit OK, je me prépare pour une course en altitude, il y a un processus d'acclimatation, il y a la science qui dit des choses. Ouais. Mais il y a aussi chaque contexte de course. Hein. C'est comme Eric, tu disais, le 200 000 que tu veux faire, là, c'est pas sûr s'il va avoir lieu. Tu sais, tu montes, tu descends, comme moi, j'aurais tendance mettons, à dormir dans les creux plutôt que les hauts, là. Ce genre d'affaires-là, ça peut t'aider aussi. Tu sais, tu dors moins bien en altitude. Tu peux comme gager un peu ou planifier ta stratégie. Tu dors pas sur un 200 000, voyons donc. J'ai pas ce super pouvoir-là. Parlant de dormir ou pas dormir sur un 200 000, Eric te fait plusieurs courses, on l'a dit. As-tu déjà vécu des hallucinations? Ben oui, 200 000, c'est ça mon trip. Même, je te dirais, mes meilleurs, c'est en Sicile, en Italie. Ah ouais? Ah oui, la 6e, 7e journée, là, c'était solide, là. Je jasais avec les oiseaux, puis j'avais du fun comme pas possible. Ah ouais. Mon plus drôle, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est le 7e matin, j'ai fait beaucoup, la Sicile, j'en ai fait beaucoup avec Yvan Lheureux, puis Giovanni, un Italien. Puis cette fois-là, j'étais comme peut-être 1 kilomètre en avant d'eux autres. Puis là, j'arrête pour pisser sur le bord du chemin. Puis là, les oiseaux me mettent à dire no pipi, no pipi, no. Puis tu sais, il fait pip, pip, pip. Mais moi, j'entends no pipi, no pipi. C'est comme, je pars à rire, je suis crampé, je suis quasiment couché à terre à rire. Puis là, Yvan puis Giovanni arrivent. Là, ils me regardent, ça va pas bien. Ah, j'ai du fun, les oiseaux viennent de me dire de pas pisser. Ok, non, j'en ai quelques affaires comme ça. Je suis juste chanceux parce que j'hallucine juste assez pour avoir du fun. Je trouvais ça drôle. À Divide 200 l'année passée, je courais avec une fille, un bout. Puis là, à un moment donné, à Brunante, on est sur une trail de genre de 4 roues, le foin au milieu de la trail. Je regarde ça, je dis, hey, c'est des œuvres d'art, ça, sur le foin. Je voyais des œuvres d'art partout. Là, je me retourne, je regarde le côté de la trail. Parce que, hey, il y a des chars allégoriques avec des clowns, c'est la fête foraine, là, sur le bord. Là, à un moment donné, je dis ça à la fille, je dis, hey, regarde, il y a des clowns dans le bois. Là, regarde, je dis, hey, t'as bien raison, il y a des clowns. Là, elle avait un paisseur, elle, qui était tout frais. Puis là, le paisseur nous regarde tous les deux, puis il dit, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu de pas être au même niveau que vous autres. Mais ça, j'ai entendu ça, je me rappelle pas avec qui sur le podcast, que oui, tu vis des hallucinations, mais tu peux les vivre avec d'autres personnes dans le sens où tu es tellement dans un état de fatigue extrême, de carence de plein d'affaires, que si toi, tu vois quelque chose, l'autre personne peut comme vivre la même affaire. C'est quand même assez particulier comme situation. On est en train de faire du sport. Hein. Ouais, mais c'est drôle. Ben, c'est Francis, je pense à Bigfoot. Il a vu un gros feu de joie sur le bord d'un lac. Il était avec un autre coureur. Puis je pense que c'est ça. Puis ils sont arrivés au ravito. Puis il y a quelqu'un qui fait un feu. On n'a pas le droit. C'est épouvantable. Puis c'est comme, non.
halluciné, là. C'est impossible. C'est ça, je pense que t'as raison, c'est Francis. C'est juste ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, à Bigfoot, il y en a un qui a tellement halluciné que quand les bénévoles sont venus parce que là, il s'est éloigné de la course, quand les bénévoles sont venus pour aller le chercher, ils pensaient que c'était des Sasquatch. Puis ils se poussaient des bénévoles, ils ont couru après, les bénévoles ont couru après pendant comme 4 ou 5 heures avant de le rattraper. Tu sais, ça peut être dangereux, là. Tu sais, moi, comme je te dis, je suis chanceux, j'ai juste du fun, là. Mais il faut pas négliger qu'il y a certaines personnes que ça peut être dangereux. Ah, c'est ça. Puis après ça, ça devient la gestion de course de chacun, de comment je gère mon sommeil sur un 200 000. Tu sais, il y a plein de, Ouais. il y a plein d'écoles de pensée, puis je pense encore là, comme qu'on disait tantôt, ça s'applique à chaque personne, puis tu sais si tu as besoin de dormir ou pas, puis tu testes, puis tu fais des essais puis des erreurs. Mhm. C'est ça. Ben, moi, les premiers 200 000 j'ai fait, je me suis dit, il faut que je dorme. J'essayais de dormir. Tout ce que je faisais, c'est de perdre du temps. Puis Ouais. mettre en danger dans ma course. À ce temps, j'ai compris qu'un 200 000, c'est, garde, je suis debout jusqu'au temps que mon corps tombe. Quand mon temps tombe, c'est là que je me taxe, c'est là que je dors, je fais un power nap, puis je repars. Tu peux courir combien de temps, toi, avant d'avoir faire un premier power nap, là? Ça dépend de mon niveau de fatigue. Mais garde, mon plus capoté, c'est Bigfoot l'année passée. J'ai dormi 35 minutes sur 79 heures. Ah, barman. Okay? Puis mon plus long power nap, ça a été 11 C'est minutes, vraiment là, bon, là. mais 11 minutes minutées, là. Puis cette fois-là, là, je partais d'un ravito, je venais de prendre 2 cafés. Puis je suis pas un gars qui boit de café, fait que le café me rentre dedans solide, là. Puis là, j'étais tellement fatigué que je me suis assis sur une douche. Je me suis endormi 11 minutes, j'ai rêvé. Puis après ça, je suis reparti. Puis je suis parti, là, on montait genre 1000 mètres à peu près. Puis je suis parti en montant en course, là, dans le trail, comme si j'étais frais, là. Fait que, mais puis pas longtemps après, j'ai fait un power nap, puis je suis reparti dans l'autre sens. Oups! Okay. Oh, ouais, tu sais, je suis parti, puis là, c'est comme, ben, ce champignon-là, je le connais. Cette table-là, je le connais. Cette souche-là, je la connais. Puis là, fait que, OK, ben, je suis pas dans le bon sens, fait que je revirai de bord. Puis là, à un moment donné, j'ai croisé des coureurs qui s'en venaient. Fait que je suis comme genre, OK, mais la champignon que je connaissais, non, c'était pas de cette année, je serais bien. Ouais, c'est ça. Fait que, et puis quand je suis reparti dans l'autre sens, pendant un vrai 10 kilomètres, je reconnaissais plein d'affaires, puis je me stinais avec moi-même, puis je dis, quand ça se peut pas, je reconnais le chemin. Puis j'étais là, je regardais ma montre avec le tracé GPS, puis comme, ben non, je suis pas passé ici encore. Je peux pas reconnaître l'arbre, là. Fait que pendant au moins 10 kilomètres, elle m'a stiné avec moi-même, puis elle me disait, non, je suis pas. Ouais, ben, c'est ça qui vient avec la fatigue. À un moment donné, c'est un gamble de, oui, tu perds du temps à dormir, mais après ça, si tu tombes de parcours, puis que tu perds, c'est ça. C'est l'avantage inconvénient, là, C'est ça. À des vagues, je te dirais, j'ai rajouté à peu près 15 kilomètres sur ma course. 15, quand même. C'est significatif, là. Sur 350, c'est quand même pas pire. Ouais. Ouais, quand même. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, ben, regarde, c'est ça. Fait que ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, c'est ça. Je pars avec l'idée de vraiment dormir. Je vais me coucher quand je vais être assez fatigué pour dormir. Puis ça va dépendre des courses. Il y a des cours, ben tu sais, regarde Prairie Spirit, c'est un 100 000, puis dans la nuit, il a fallu que je prenne un 10 minutes de power nap parce que j'en pouvais plus. Ouais. J'avançais beaucoup. T'es à l'écoute de ton corps, puis tu vois ce que tu as besoin, ce que tu n'as pas besoin. C'est ça. Mais tu sais, je le savais qu'en prenant 10 minutes, je venais de banker pour finir facilement. Ouais. Tu sais, je me suis remis à courir après. Bon, pas les premiers 3-4 kilomètres, là. Ça a été pas mal, mais bon. M'en est la machine repart, puis c'est ça. Tu sais que toi, le power nap te fait un genre de reset que t'es prêt à repartir. Là. Ça fait que pour moi, les power naps, c'est plus payant que d'essayer de dormir. Ouais. Mais tu sais, même en Italie, sur 7 jours, j'ai dormi 14 heures. En 7 jours. T'sais, quand j'ai fini la course, un moment donné, j'étais revenu à la chambre d'hôtel, puis là, ma femme avait des choses à me raconter, elle me parlait, puis je suis comme, ouais, chérie, puis là, je suis parti. Puis je me suis réveillé le lendemain. Au temps des glaciers, là, j'ai dormi sur 7 jours, je pense que j'ai calculé 2h15 ou 2h30 par jour. Puis moi, comme j'ai besoin de plus de sommeil que toi, je pense que je t'écoute parler, là. Mais quand même, j'étais capable de faire ça pendant une semaine. Puis les 2-3 jours qui ont suivi, c'était comme si, hey, j'ai plus besoin de dormir, c'est donc bien cool, tu sais, je peux plus en profiter. Fait qu'il y a comme un petit bout après la course que je suis encore high, puis je dors pas gros. Puis là, après ça, je crash, puis là, je dors 6-12 heures pendant une couple de journée. Moi, ce que j'aime souvent, les 100 000, c'est ça, mais tu sais, les 100 000, les 200 000, c'est moins flagrant, mais les 100 000, souvent, je te dirais, le dernier quart,
je mange plus grand-chose, je fais juste m'alimenter avec du liquide. Fait que généralement, je vais être sur le high à la fin. Puis quand je finis la course, je vais me coucher une coupe d'heure, après ça, je me relève, je vais manger normal. Mais tu sais, mon corps reset vraiment comme 2 jours après. Ouais, c'est ça, il y a un délai, là. C'est pas, Ouais, il tu y a un passes une délai. derby, puis tu te couches, puis tu sais, Non. il y a un bout de high entre les deux, là, qui est quand même cool. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je vais dire honnêtement, quand je suis revenu de la Sicile, j'ai eu le high pendant longtemps. Puis après, quand je suis revenu, on avait le Fadas avec à Donham, là, avec la gang de Donham. Puis écoute, j'ai fait mon 50 km le plus vite à vie à ce moment-là. Une Encore semaine sur ton après. high. Encore sur mon high, puis tu sais, je courais là, écoute, je suivais la gang qui est de lapin en avant, c'était épouvantable. Puis comme j'en moi je cours bien trop vite, je suis pas capable de courir cette vitesse-là d'habitude. Là. C'est comme moi, je vais passer courir en Italie. Non, Le corps est fascinant. Ah non, écoute, c'est hallucinant, là. Puis, tout ce 50 km-là, le seul temps que j'ai réussi à le battre, c'est quand je suis allé au Kansas. Ouais. Mais, tu sais, j'avais des conditions, là. Tout était plat, là. Aïe, aïe. C'est vraiment particulier à quel point le corps peut s'adapter à des choses extrêmes. Ouais. Il y aurait beaucoup d'études à faire sur toi, là, Eric. Là. Il faudrait qu'à un moment donné, il te plug pour quelques petites affaires. Là, c'est des suces sur le corps pour voir dans un 100 000 qu'est-ce qui peut se passer. Là. Le Wim Hof du trail running. Il trouverait ça bizarre. C'est surtout en plus, je le dis pas souvent, là, mais moi, officiellement, je suis diagnostiqué choc vagal. Fait que j'ai un cœur qui bat pas vite normal. OK. Naturellement, là, moi, ça prend pas grand-chose pour que je tombe dans les pommes. Okay? Fait que quand je fais un 100 000, ben, c'est sûr que mon cœur, là, des fois, j'ai t'as le médecin qui te check, là. C'est comme genre, ouais, je suis à 35-40 pulsations minutes, là. Mais là, tu sais, les autres, ils capotent. C'est comme, non, fais tout sans pas que ça, là. Moi, je roule à 35 normal, là. Ah, ouais. Ouais, puis je pense qu'à 30, tu tombes dans les pommes, à peu près, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, puis normalement, tomber dans les pommes, dans chaque végal, tomber dans les pommes, c'est que tu as 2 conditions. C'est grande fatigue, grande faim. On pas ça pour 500 000 pantoute. Fait que, tu sais, c'est comme, mais je suis tombé une fois dans les pommes après un 100 000. Jamais autrement, là, j'ai jamais eu de problème. Puis ce 100 000-là, ben, je l'avais poussé pas mal, c'est dans mes premiers. Puis j'ai fait la gaffe d'aller m'asseoir au bar, puis de prendre une bière, puis d'être assis tout de suite après 100 000. Ouais. Mauvaise idée. Aller acclimatiser, là, tu sais, j'arrivais du chaud, j'étais en Georgie, j'arrivais du chaud, je m'en vais m'asseoir au bar, puis là, c'est comme, oh, je le sens venir, pouf, je suis parti. Okay. Mais encore là, c'est un reset. C'est comme un power nap. Ah, c'est ça. Après ça, tu reset, puis là, tu reviens, ah, bon, ça va bien, on peut continuer. On va repartir. Il faut que tu connaisses tes limites. Honnêtement, c'est surtout ça. Il faut que tu connaisses tes limites. Il faut que tu en aies vécu. Puis à partir de là, ben, tu sais ce qui est dangereux, ce qui n'est pas. C'est ça qui est le danger. C'est souvent, je vais parler avec des plus jeunes, puis là, ils poussent. Ils vont se craquer avec plein de produits chimiques pour être plus rapides. Puis tu sais, à un moment donné, ben, c'est pas payé. Non, c'est ça. Ça te rattrape. Ouais, tu peux pas trop prendre des raccourcis, là. Faut que tu... Non, c'est ça. Ça marche pas. T'sais, moi, je veux dire, ça fait des années que je prends de la bouffe normale là, dans les courses. Là. La seule chose que je fais, qui est un peu moins catholique, c'est je vais prendre du Red Bull. Parce que j'ai découvert il y a une couple d'années, Red Bull, ça fonctionne bien pour moi, mais c'est 1 aux 40 km. Ouais. Et le petit format, le 250 millilitres. Okay. Un 250 millilitres aux 40 km, c'est parfait. Mais je bois pas de café. Ouais. Fait que le Red Bull, il rentre solide, là. OK? Fait que, tu sais, c'est ça, là. Fait que c'est l'avantage que j'ai. Mais, tu sais, j'ai fait plusieurs tests. Puis, à un moment donné, comme je disais tantôt, vers la fin, là, je commence à plus avoir le goût de manger ce que dans les ravitaux. Puis, généralement, je réussis à me bomber une bière ou deux. Ça marche super bien. Pendant la course? Durant la course, ouais, une bière ou deux dans la course, là, c'est parfait. C'est comfort food. C'est bon pour le moral. Puis, c'est nutritif. Ça donne l'énergie. Mais pas de l'IPA. Oublie ça. L'IPA, c'est pas bon, ça. Fait que là, toi, c'est quoi Hard Rock? C'est Kruger's Canteen qui a un shooter à ce moment-là. Ouais. Toi, ça t'impressionnera pas, là. Non, shooter, oublie ça, là. Je touche pas à ça, là. Mais, okay. T'auras pas le choix, là, à Kruger's Canteen. Faut que tu prennes le shooter, là. C'est comme, ils vont t'arrêter si tu le prends pas. S'il y a de la bière. Ouais. Mais tu sais, quand j'ai fait Taosan l'année passée, un des ravitaux, j'arrive, en rentrant dans le ravito, t'as un bar.
Il y a un bar avec de la bière, avec une bière, là, avec le bar avec la machine de la bière, là. T'arrives au ravito, c'est comme, hein, vous avez de la bière ici? Oh! Là, j'étais bien heureux, moi, là. L'année que j'ai faite Moab 240, là, le dernier checkpoint avant que tu rentres sur le Porcupine Rim, là, il y avait un bar. Je Mhm. sais pas s'il y a encore ça, là, puis il y avait un bar complet. Là. Pas l'année que je l'ai fait, en tout cas. Quand Aïe, t'arrives là, t'es aïe. quand même fatigué. Là. Un bout que tu roules. Moi, j'aimerais vraiment ça que quelqu'un découvre Pas sorti du bois, puis découvre le trail avec cet épisode-là. C'est chaque semaine, j'ai des nouveaux auditeurs. J'aimerais ça que quelqu'un qui a entendu parler, hey, t'aimes ça la course, il existe ce podcast-là, va l'écouter, tombe sur 190, puis qu'il entende tout ce qu'on vient de se dire. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Puis si ça vous arrive, si vous écoutez cet épisode-là, puis vous dites, hey, c'était mon premier Pas sorti du bois, c'était ma première exposition à ce sport qu'est le trail. J'aimerais ça vous parler, savoir comment ça se passe, parce que là, on est comme on est sorti des sentiers battus du trail, on est ailleurs, on est avec des gens qui enchaînent beaucoup de courses, des gens qui ont une grosse expérience, mais que c'est des pratiques qu'on entend moins, mais quand tu te mets à parler avec du monde dans le pur, dans le dur, dans le trail profond américain, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on entend là, mais ça Ouais. reste que quelqu'un qui découvre le sport avec cet épisode-là, c'est magique. Mais moi, je dis Ben, souvent qu'une course de 100 000 et plus, là, c'est putain une course, c'est une aventure. Clairement. ouais. Tu sais, ça inclut trop d'autres patentes que tu vas faire, mettons, un marathon, ben, tu cours pendant 42 kilomètres puis ça finit après pas tant d'heures que ça. Un ultra, là, tu as du sommeil, tu as des hallucinations, tu rencontres du monde, tu as plein d'affaires qui se passent. C'est plus gros, il y a plus de sous-couches, tu sais, il y a plus, c'est une aventure. Moi, je trouve, Clairement. c'est comme ça que Ben, je tu le vois. sais, ça, ton concept d'être d'un nouveau. L'année passée, j'ai fait une course avec, je pense que c'était en Caroline, ou en Caroline du Nord, puis je te dirais, à peu près la moitié de la course, en fait, toute la portion de nuit, je l'ai faite avec une fille qui a fait aussi beaucoup de 200 000. Fait que toute la nuit, on a jasé de 200 000, de Moab, de Tao, Bigfoot, Coco Duna. On a parlé d'un paquet de 200 000 d'expériences. Puis il y avait un pauvre Yab qui était en train de faire son premier 100 000, qui s'accrochait à nous autres, puis, tu sais, qui souffrait, là, mais tu sais, qui Ouais. souffrait, là. Mais là, il nous écoutait parler, là, il capotait bien raide. Il dit, ça n'a pas de bon sens, vous écoutez parler, je peux même pas comprendre que vous ayez eu du fun à faire des 200 000. Moi, je suis en train de Ouais. mourir. Faire mon premier Mais 100 000. à cause de vous autres, il va en faire plein d'autres, tu sais. Ben, il y a des bonnes chances. Il a fini son 100 Ouais, 000 aussi, là. ouais, c'est ça. C'est ça. Il a fini, Hey, fait que il va tant se mieux. rappeler longtemps de son premier 100 000. Ouais. J'imagine. Hey, les gars, ça a été vraiment une belle jasette. On va se revoir les trois ensemble. Hard Rock, c'est une date. On va se mettre ça au calendrier. On va se trouver un moment pour aller courir, partager une bière. Mais avant qu'on se laisse, j'ai un quiz bière à faire avec vous. Vous le savez, ceux qui ont vu l'annonce sur les médias sociaux, on part à la Hard Rock avec la petite famille faire 8 épisodes sur la Hard Rock. Ça va s'appeler la série Sur les sentiers de la Hard Rock. Puis Noctem est un partenaire principal de cette série-là, un des 4 partenaires. Puis là, on s'est dit, on va faire un quiz avec on va faire un quiz avec 2 amateurs de bière. On va jaser. J'ai des questions très précises. Puis je me suis dit, vous êtes les 2 personnes tout indiquées pour le faire. Hum, Vous allez courir la Hard Rock cette année. Vous aimez la bonne bière. Donc, j'ai des petites questions pour vous. Êtes-vous prêts? tout à fait. Richard, commence avec Vas-y. toi. Ton type de bière préféré? Ouais, je suis un buveur d'IPA, clairement. J'aime explorer, j'aime goûter toutes sortes de trucs, là, mais IPA. ben, c'est bien à la mode des IPA là, dans les dernières années, mais j'aime beaucoup. Toi, Eric? Euh, pour la bière de tous les jours, l'IPA, en course, ça va être plus Pilsner ou une blonde. OK. Oh, Ça passe mieux. Ouais, sûrement. C'est moins Richard? rough. Ouais, c'est ça. Richard, ta microbrasserie québécoise préférée? ben là, écoute, je peux pas faire l'ombre à Noctem, là, je trouve ça super Ben non, qui mais là, supporte la le question. voyage, C'est eux qui mais moi, présentent le quiz, mais après ça, tu as le droit de répondre qui tu veux, là. les brasseurs du Bas-Canada, là, dans l'Outaouais, on a la chance quand même d'avoir une coupe de micro, là. Le brasseur du Bas-Canada, écoute, puis en plus, c'est un peu chien là, de leur part, mais ils se sont installés ils ont ouvert une deuxième succursale qui est à peu près à 500 mètres à vol d'oiseau de où j'habite. C'est clairement trop proche. Ils ont un petit salon de dégustation là, dans leur usine de production. Là, puis non, non, non. C'est C'est trop proche. à connaître. Connaissez-vous les brasseurs du Bas-Canada? Ouais. Ouais.
Ouais, ils ont vraiment Parce de que la bonne justement, bière. parce qu'ils produisent plus, ils peuvent en vendre un peu partout au Québec, là. Ben oui, c'est ça. Toi, Eric, ta microbrasserie québécoise préférée? J'ai pas d'attache, moi je saute. Moi je prends la nouvelle au dépanneur puis à l'épicerie. T'es un gars de découverte. Oh ouais, moi j'arrive là puis c'est comme bon, laquelle j'ai pas goûté encore. Fait que puis j'ai une coupe d'épicerie. J'ai la Une chance de coupe rester d'épicerie, ah, proche. yes, ok. Ah, c'est ça. Non, mais j'ai la chance de rester proche de plusieurs épiceries, fait que puis qui ont des bonnes sélections de bières, puis qui renouvellent régulièrement les nouveautés. Fait que je vais rester beaucoup dans l'IPA, NIPA et ces choses-là, mais il y a le moyen de s'amuser, là. Fait que c'est rare que je reprends la même bière. On est vraiment gâtés au Québec. Il y a Le ratio de tellement de nombre de choix, là. microbrasseries par habitant, je serais curieux d'avoir le chiffre parce que c'est assez impressionnant. Puis la plupart des microbrasseries innovent beaucoup, arrivent avec des nouveaux produits continuellement. Tu as Mhm, quelques mhm. classiques, mais tu as une rotation de produits qui est hallucinante, là. Ouais. Voilà, c'est vraiment intéressant. Puis honnêtement, dans les bières québécoises, je, je l'ai pris une coupe d'ordinaire, mais des mauvaises, j'en ai jamais bu. C'est vraiment, la plupart du temps, ils ont tous quelque chose d'intéressant, là. Ouais. Ah, vraiment, il y a vraiment un beau talent, une belle Ouais. expertise au Québec là-dessus. Mais je sais que tu n'es pas fidèle sur les microbrasseries, mais as-tu un produit qui te vient en tête, une bière qui t'a marqué là, d'une microbrasserie, un produit quelconque? Pas vraiment, non. Bon, pas vraiment. Toujours prêt à découvrir des nouvelles courses et des nouvelles Ouais, bières. Toi, Richard, y ouais. a-t-il un produit qui te vient en tête? Ben, écoute, l'année passée, j'étais allé justement sur la terrasse dont je parlais tantôt au brasseur du Bas-Canada, puis ils offrent des slushs à la bière, puis des genres de fruitis, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais c'est des purées de fruits avec de la bière, là, puis j'ai goûté juste par curiosité parce que je suis pas tant un gars de bière sour aux fruits, tout ça, mais le truc, la slush, c'était moyen, là, mais le smoothie à bière, là, c'était sérieusement dangereux, en fait, parce Ah que tu as ouais? l'impression que tu bois un jus de framboise ananas, là, genre, mais il y a quand même 7-8% d'alcool. OK. C'est Mais très. non, non, je sais pas s'il y avait des micros qui ont développé ces produits-là pour l'été, mais c'est très bon. Puis, tu sais, ils les ont sur place, là, mais ils les embouteillent pas, là. Je suis pas sûr que la purée de fruits, ça durerait longtemps dans Ouais, c'est ça. une Faut aller sur canette, là, place. mais quand on viendra à Gatineau, les gars. Voilà. C'est bon à savoir. Prochaine question. Richard, ton moment préféré pour déguster une bière? Écoute, là, honnêtement, j'essaye de diminuer de boire de la bière, mais mon moment préféré, il y a une fin de journée, c'est pas de bonne occasion, en fait. C'est facile de trouver une occasion. C'est ça. Puis, Toi, tu sais, Eric? comme Eric il disait, il y a plein de sortes de bières aussi. Tu pourrais pendant des années goûter des bières différentes à chaque jour, là. Clairement. Faut pas le Ouais, faire, c'est pas recommandé, mais ouais. on a l'embarras du choix. Toi, Eric, ton moment préféré pour déguster une bière? Centième kilomètre. C'est vrai. C'est là que ça commence ouais, 80 ça commence à me tenter plus, mettons. OK. C'est ton Surtout si, moment où c'est dans le plan nutritionnel, c'est là que ça se passe. ouais, surtout si je commence à avoir mal un peu, là. Ouais. Faut shifter le minding un peu. Ah, j'aime ça. Dernière question, Eric. La course qui t'a offert la meilleure bière de ligne d'arrivée? Charles, tu peux y penser aussi. Meilleure Ouais. bière. Celle que j'ai gardée plus longtemps, c'est celle de Divide. Je l'ai gardée après la course, puis je l'ai bu à Noël, celle. Hum. Mais Y avait-tu brassé une bière spécifique pour l'événement, là? T'avais-tu une canette de Vide? j'avais une canette de Divide, ouais, Ok, il avait mis un ok, collant ok. par-dessus, là, puis c'était une microbrasserie du coin, là, mais il avait mis un Hmm. collant par-dessus. C'était pas nécessairement la meilleure, mais c'était quand même cool de la boire une couple de mois après, là. Elle avait une symbolique, là. Ah ouais, écoute, surtout que Divide, j'ai eu un méchant trip, là. C'est un des beaux 200 000 que j'ai fait, ça. Ouais. Ouais. Je me promets de le refaire, celle-là, même si j'ai sacré une couple de fois, là, mais je me promets de le refaire. Ben, il y a un peu trop de route de garnotte, à mon avis, là, mais Ouais. il y a tellement de beaux moments que les mauvais moments s'estompent à cause des beaux moments. Ouais. Fait que, mais ça a été une finale aussi qui était assez capotée, là. Parce que tu descends d'un genre d'un 2000 mètres en bas. Fait que tu cours le dernier 15 kilomètres, tu cours en descendant, là. Ça va être Tout le du fun. fun pour les jambes, ça. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Après 92, 93 heures, c'est parfait. Asti. Euh, mais non, bière de fin,
Ouais, c'est pas mal ça, je dirais. J'ai pas de souvenir d'une bière particulière. Toi, Richard? Écoute, je trouve ça très cool, là, la tradition dans les courses là, de bière à la fin de course. Euh, ouais, écoute, quand j'ai fini le Tour des glaciers, là, il était à peu près 11 heures du soir, puis la course, elle se termine, tu vas le voir quand tu vas à l'automne, là, Eric, là, il y a une rue piétonnière à travers Courmayeur, puis c'est plein de petits restaurants puis bistrots tout le long, fait que tu arrives en courant, puis tout le monde est dans les bars en train de t'applaudir, puis tout ça, puis quand j'ai fini ma course, j'étais avec Stéphane. On finissait, puis toute la gang de Québécois, le Martine, Danny, tout le monde sont venus faire le dernier stretch avec nous autres. Puis j'avais deux amis qui étaient en Europe, que je savais pas qui étaient à Courmayeur, mais étaient là à l'arrivée. Ma sœur était là. Fait que quand on a fini, on est allé s'asseoir sur une terrasse, puis on a pris une bière, puis elle était crissement bonne. Mais je pense que c'est tu sais, la bière était bonne, mais c'était le moment, puis les gens qui étaient là, puis tu sais, la chimie que ça a créé, là. Ouais, c'est souvent ça. J'étais sur un high solide. J'en doute pas. 400, après 450 km, là. Ouais. La bière était bonne. Ça a rentré toute seule. Ah, merci les gars d'avoir participé à ce quiz Noctem-là. On essayait ça pour le fun de voir un peu vos goûts de bière. Puis moi, à travers ça, j'essaie de déceler quel style de bière vous aimez, qu'est-ce que je mets dans ma valise pour vous amener un petit produit Noctem au Colorado. On espère que ça passe aux douanes. Ouais. Eric, Richard, c'était un grand plaisir de jaser avec vous autres de la hard rock, de ce qui s'en vient pour vous. Richard, tu t'es transformé le temps d'un épisode en co-animateur. On s'est amusé pas mal à essayer de comprendre le phénomène Eric McGee. Non, j'étais carré. Ouais, non. Ça a vraiment été super intéressant. Merci à vous deux de votre temps. Ouais, merci Eric d'avoir été là. Vraiment, j'ai hâte de te voir au Colorado. Ça fait plaisir. Ben oui, ça va être le fun. On va sûrement avoir l'occasion de s'amuser entre deux roches. Pas vraiment inquiète. Entre deux roches. Les gars, Quand même, dit... faut aller donner le bisou à la roche à la fin, de toute façon. Ouais, c'est important. Oui. Pas avant, hein, Richard? J'y pense tellement. Oui, pas avant. Faut pas se jinxer. Pas avant. Non. Ouais. Écoute, les gars, la prochaine fois qu'on va se parler les trois ensemble, ça va être à Silverton. D'ici là, Richard, il va nous rester au moins un autre épisode de la série pour jaser de cette préparation-là en direction de la Hard Rock qui aura lieu à la mi-juillet. Merci à vous deux. Je termine en remerciant, comme d'habitude, David Hébert qui signe le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire officiel du podcast, Noctem, moi j'avais une excellente Empire. Eric, étais-tu bonne ta bière du Noctem? Très bonne. Ouais, tu l'aimais ta double IPA? Ben oui. J'aime surtout le minou. Ouais, c'est compliqué. C'est ça, il y a les canettes qui sont quand même particulières. Je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais Noctem, les canettes sont vraiment belles. Mais encore là, c'est ce qui est le fun au Québec dans la tradition de microbrasserie, la culture de microbrasserie, c'est que tu as des excellents produits, mais on a des maudits beaux produits. Je sais que ce qui est important, c'est ce qui est dedans, mais tu as des microbrasseries qui engagent des artistes, des designers graphiques, des designers artistiques, des directeurs artistiques, mais tu arrives dans un étalage d'épicerie, de bières de microbrasserie, puis t'en prends plein les yeux, là. On est gâtés. Ah, puis faut pas sous-estimer l'esthétisme de la canette. Ça rend la bière meilleure. Ben, je pense que oui. Je pense que tu as raison, Richard. Ouais. Merci les gars, puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.